Bonjour Thierry, Bonjour Franck, comment allez-vous? très bien et vous? Très bien, merci. Alors Thierry, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes chercheur en sciences du comportement organisationnel de HEC Paris, agrégé en économie et gestion, auteur, conférencier et chroniqueur. Alors naturellement, au regard de toutes ces expériences, j'ai envie de vous demander pour vous quelles sont les composantes du bien-être et de l'engagement au travail. Alors, merci pour cette présentation que vous venez de faire et également pour votre invitation à m'exprimer sur le sujet. Alors, vous avez décrit en fait l'ensemble des titres que j'ai. Pour moi, le plus important, c'est l'activité que j'ai, qui est en effet une activité de recherche et de publication en tant que professeur à l'EM Lyon, qui est une école de management à Lyon. Donc, j'ai une activité de recherche et de publication sur les comportements humains et en particulier au travail. Et il s'avère que depuis ces dernières années, la notion d'épanouissement est devenue très importante pour les personnes dans leur vie et au travail. Alors, bon, il y a beaucoup de raisons pour ça, mais une raison importante est que dans les sociétés traditionnelles, c'est plutôt au niveau du groupe, du clan, du collectif que se joue l'épanouissement et les personnes peuvent éventuellement être sacrifiées pour l'épanouissement de l'ensemble. Et dans des sociétés plus contemporaines et donc plus individualistes, ce qui a des bons et des mauvais côtés, bien sûr, l'épanouissement devient vraiment le critère qui fait que la bonne vie est accessible par chacun. Alors, bien sûr, en lien avec les autres, mais c'est quand même à un niveau individuel que se joue la qualité de la vie de chacun. Et donc, chacun cherche à faire en sorte de s'épanouir au mieux. Donc pour répondre maintenant à votre question sur les composantes de l'épanouissement, alors dans le livre que j'ai écrit aux éditions Erol, qui est paru en mars 2018, alors il y a trois parties. Bon, le livre s'appelle S'épanouir sans gourou ni expert, parce que c'est à chacun de trouver sa propre voie, même s'il y a un certain nombre de guides et de connaissances et de méthodes qu'on peut utiliser. Et donc, dans ce livre, il y a trois parties, et ça représente les trois composantes de l'épanouissement. Donc, alors, c'est fondé notamment sur un ensemble de recherches, et les axes de l'épanouissement qu'on a pu identifier, le premier, c'est le lien avec soi-même, un bon enracinement dans ses qualités. Un certain nombre de qualités peuvent permettre l'épanouissement, comme par exemple l'optimisme. La deuxième composante, c'est le lien avec les autres, notamment se mettre en résonance positive avec l'autre, et de façon à être en capacité de coopérer constructivement avec les autres. Et le dernier axe, c'est la notion de cap, de vision. C'est le fait d'avoir une direction. euh, Ça peut être une vocation, alors même si elle est temporaire dans la vie, mais c'est la direction dans laquelle on a envie de mettre tous ses efforts et de s'engager pour avancer dans sa vie. Et parmi les outils qu'on pourrait avoir à disposition, par exemple, nous, dans la collectivité, à Kingersheim, on a engagé un programme de méditation de pleine conscience. Et j'aimerais savoir si pour vous, la présence et la conscience peuvent être un atout au travail. Oui, alors ça renvoie en effet au premier axe de l'épanouissement, qui est le lien avec soi-même et le bon enracinement dans le moment présent. Alors, la conscience du moment présent est une des qualités que l'on peut développer et qui permet de fonctionner au quotidien, dans sa vie de tous les jours, avec moins de stress, ou en tout cas avec un stress positif, un stress qui ne nous entraîne pas dans des ruminations qui sont dysfonctionnelles. Ça nous permet aussi de gérer de façon plus équilibrée nos émotions positives et négatives. Les deux sont importantes, mais encore ne faut-il pas qu'elles prennent trop d'ampleur, de façon à ce qu'elles nous gênent finalement dans notre fonctionnement. Et la conscience du moment présent, c'est cette clé qui va permettre de mieux gérer son stress et ses émotions positives et négatives. Et cette clé peut se développer notamment par ce qu'on appelle les techniques de pleine conscience, qui sont, alors pour le dire autrement, c'est tout simplement des techniques de méditation, qui viennent de traditions orientales, religieuses ou non religieuses, et qui ont été notamment en Occident popularisées et organisées par Kabat-Zinn, et qui permettent effectivement de développer cette pleine conscience. Alors, il n'y a pas seulement la pleine conscience telle que développée par Kabat-Zinn, qui peuvent permettre de développer cette qualité. Il y a par exemple une méthode qui s'appelle la méthode ACT, qui est une thérapie et à la fois une approche d'accompagnement.
voilà, il y a plusieurs autres méthodes qui peuvent permettre de développer cette capacité à la conscience. Oui, la thérapie ACT, c'est acceptation et engagement, qui utilise une partie de la pleine conscience, mais qui est très orientée aussi sur les intentions et sur les valeurs, voilà, qui sont effectivement des axes importants à travailler pour le bien-être au travail et dans la vie de tous les jours. Et j'aurais une dernière question, parce que souvent, quand on parle de méditation, on est aussi, ou de pleine conscience, on est amené à parler de bienveillance, on est amené de gratitude, et parfois, dans le monde du travail, dès qu'on aborde ces thèmes-là, on est renvoyé à une image de bisounours ou de quelqu'un de finalement hors sol ou déconnecté des réalités. Est-ce que pour vous, la bienveillance et la gratitude sont des valeurs qui ont leur place au travail? Oui, alors je n'ai pas du tout rencontré dans les entreprises dans lesquelles j'interviens cette là. Au contraire, les entreprises sont aujourd'hui très friandes de tout ce qui peut développer la coopération. Sachant que traditionnellement, les entreprises, après la mise en place du Taylorisme et du Fordisme, ont effectivement plutôt mis en place des organisations qui étaient en silo. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces organisations, si elles étaient adaptées à une certaine époque, d'environnement stable notamment, aujourd'hui s'avèrent très inefficientes. C'est en fait entre les interfaces, entre les personnes, entre les services, entre les départements, que se trouvent les gisements de production de valeur. Et donc, au contraire, les entreprises aujourd'hui cherchent à développer le maximum d'outils, de méthodes et de techniques de management possibles pour développer la coopération. La coopération, c'est d'ailleurs à ça que sert une entreprise. Sur le marché, on coopère avec un système de prix, mais chacun cherche d'abord son intérêt individuel. Dans l'entreprise, par définition, si l'entreprise existe, c'est parce qu'on a un intérêt commun. Et donc, dans l'entreprise, on cherche au contraire à développer une coopération dans le cadre d'un intérêt commun pour répondre aux besoins du client et puis pour faire face à la concurrence, c'est-à-dire répondre mieux que la concurrence aux besoins du client. Donc, par définition, on est dans une organisation, c'est de la coopération. Alors, on ne le fait pas toujours très bien. Certaines entreprises ne le font pas assez bien. Effectivement, on a beaucoup de stress au travail, on a des burn-out, on a une augmentation en ce moment des absences au travail, ce qui montre qu'on n'est pas bon. Dans beaucoup d'entreprises, on n'est pas assez bon. Il n'empêche que beaucoup d'organisations, justement, développent aujourd'hui cette capacité à la coopération. Et la capacité à la coopération, ça passe simplement par l'empathie, c'est-à-dire savoir ce que l'autre ressent et être capable de se mettre à sa place. Par exemple, quand vous avez des mauvaises nouvelles à annoncer, vous êtes un manager, vous avez une diminution de budget, vous demandez à un expert de changer de projet alors qu'il travaille sur un projet qui lui convient et qui vous plaît, mais voilà, vous avez un certain nombre de mauvaises nouvelles à annoncer. Si vous le faites avec empathie, les choses seront très différentes. La personne sera beaucoup plus capable de rebondir, d'aller travailler sur d'autres projets en comprenant ce qui s'est passé, en se rendant compte que vous êtes sincère et que vous lui apportez un soutien émotionnel et que vous êtes présent à ce qui se passe et que vous lui montrez les regrets et que vous négociez avec lui la manière la meilleure possible pour sortir des difficultés produites par cette mauvaise nouvelle. Donc, l'empathie est importante et évidemment la compassion qui est tout simplement la conséquence de l'empathie. Une fois qu'on a de l'empathie, la compassion, c'est l'étape d'après, c'est faire quelque chose de concret pour accompagner l'autre lorsqu'il vit quelque chose de difficile. Donc, ce sont aujourd'hui des compétences centrales dans le management des entreprises contemporaines. Vous parlez dans votre dernier livre de management juste, le dernier livre que j'ai eu le plaisir de me procurer et de lire. C'est très intéressant et j'invite les gens qui regardent cette vidéo à lire ce livre parce que voilà, ça permet d'aller un petit peu plus loin et j'espère que cette discussion-là aura donné envie de lire vos différents ouvrages. Dans cet ouvrage, on est en amont de l'épanouissement au travail. On est sur comment mettre en place des systèmes managériaux et organisationnels qui vont permettre un contexte pour plus d'épanouissement. En tout cas, merci beaucoup Thierry d'avoir pris le temps de cette discussion avec nous. J'espère que vos réponses donneront envie à mes collègues d'aller plus en avant et de creuser ces sujets et que ça les aidera dans leur travail au quotidien. Merci beaucoup Thierry. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir Franck.